Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, Steve, on se retrouve pour un En Vrac. On vous parle de 4 jeux différents. Oui, donc on va vous parler de, je sors mon petit papier, donc on parle de Rat de Wistar, Waterfall Park, Pickett et Evenfall. Et avant qu'on commence, surtout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous allez être avisés. Sonnez la petite cloche. Vous allez être avisés quand on va mettre des vidéos en ligne. Et on a toujours plein de jeux à discuter avec vous. Et on a une belle brochette de jeux aujourd'hui, Steve. Vraiment. Alors, on roule l'intro et on commence ça tout de suite après. Ding, 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 ding. Alors, Steve, on commence avec Les Rats de Wistar. Un jeu que j'avais pas tant entendu parler, mais Moi non que plus. j'avais hâte parce que c'est un des auteurs, entre autres, que je connais, que j'aime bien, Simone Luciani, qui fait des jeux qui sont vraiment dans mes cordes, des jeux, Ouais. des euros assez complexes, assez lourds. Alors, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réservait avec ce jeu-là qui, quand on regarde l'image, a l'air d'un thème, je dirais, très familial, presque enfantin. Vraiment. Très cute. Mais à ne pas se méprendre. Oh non. C'est un jeu rapidement qui joue de 1 à 4 joueurs. Des parties d'environ 90 minutes. Je dirais que c'est assez précis sur le temps. Ça prend à peu près ça. Ouais. C'est un jeu qui a un poids de 3,32 sur 5. Donc, on est dans le plus lourd un peu, mais dans le bas du lourd. Là, c'est peut-être un peu moins lourd que ce que Simone Luciani nous habitue généralement comme genre de jeu. C'est un jeu qu'on a joué ensemble, Steve, et que Ouais, j'ai joué aussi, vraiment. j'ai rejoué quelques fois. C'est un jeu que je pense qu'on a bien apprécié, mais Vraiment. rapidement, qu'est-ce qu'on fait, Steve, dans le jeu? Bien, on a notre petite colonie de souris et ce qu'on veut, c'est aller explorer une maison et faire le plus de points possible à travers différentes actions. Donc, on va placer nos souris sur une roue d'action qui va tourner. Donc, chaque roue va avoir comme 2 actions et comment est-ce qu'on va faire nos actions? C'est en mettant d'autres petites souris alentour de la roue pour faire un genre de multiplicateur. Et là, donc, on va placer nos souris. Ça va nous permettre de faire des actions qui vont permettre d'aller explorer, de ramasser des ressources. Et on va faire ça, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on fasse, je ne me rappelle pas du nombre de rounds, là, on va jouer 5 manches. 5 manches, c'est ça, je ne me souvenais plus. Donc, 5 manches, et après les 5 manches, on va regarder quel clan de souris a fait le plus de points. Donc, Ouais, puis toi, grossièrement, c'est à peu près ça. Toi, Steve, ça, c'est un euro classique. Là. Fait que, tu l'as expliqué, Ouais. on met des travailleurs, on multiplie par le nombre de rats qu'on a, puis ça nous Exact. ça dit c'est quoi la puissance de l'action, puis on fait l'action, puis ça donne des points. Toi, tu avais des souris dans ton grenier, moi j'avais des rats, c'est les rats de Wistar, fait que Les rats. tout avait le peuple des souris, c'est correct, c'est correct. Ouais. Je trouve ça moins pire des souris dans une maison que des rats. J'avoue. Mais oui, c'est à peu près ça. Puis je pense que l'élément central, l'élément clé du jeu, là, tu l'as dit, c'est la roue d'action qu'on voit ici. Je vais essayer de zoomer dessus pour qu'on la voit peut-être encore un peu plus. Je suis capable de la voir ici, sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est que cette roue-là a 2 actions qui est divisée dans 3 zones différentes. Et on va aller mettre notre chef, notre rat chef, dans un des ronds libres qu'il y a autour de cette roue-là. Et on va avoir des actions principales dans le haut ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions principales. Et on a des actions secondaires. Là, on va avoir sur le rond, le petit rond libre où on va avoir mis notre chef, c'est l'action secondaire qu'on va faire. Puis on peut faire l'action principale ou l'action secondaire dans l'ordre qu'on veut. Ça, c'est super le fun. Et ce qui est trippant, c'est qu'on met, c'est des plaquettes qu'on met. Et c'est à chaque partie, ça va être différent. Ça change selon le nombre de joueurs, puis selon comment on va les avoir placés. Donc, l'orientation va être différente. Et en plus de ça, cette roue-là, à chaque manche, elle tourne. Donc, ça ne sera pas les mêmes actions secondaires qu'on va avoir en ligne avec les mêmes actions principales. Comme je disais, tout ça, c'est dans 3 zones. Donc, on a la ferme, la forêt et le souterrain.
Et on va pouvoir aller on va débloquer des petits rats, des multiplicateurs, si on veut, qu'on va pouvoir aller placer et déplacer dans ces zones-là pour quand on vient faire l'action. Si, mettons, je prends la boussole ici, qui est l'action explorer, mettons que j'ai le chef jaune ici, plutôt celui-là ici. Donc, je vais aller faire une exploration avec une action secondaire qui est de jouer une invention. Et j'ai 3 rats dans la zone ferme. Donc, ça veut dire que je vais faire une exploration avec une force de 3. Qu'est-ce qu'on explore, Steve? On explore la maison. La maison. Fait que nos rats vont partir à l'entrée de la maison, puis là, on va avoir des portes à ouvrir, des cartes missions à découvrir, des tuiles qui vont améliorer nos peuples, nous donner des points qu'on va pouvoir récupérer. Puis on va essayer de se promener dans la maison, même peut-être jusqu'à se rendre dans la cave au gros fromage. Et ramasser le Big Cheese. Le Big Fromage qui vaut full de points. Et ce n'est pas si facile que ça, mais chaque point d'exploration qu'on va avoir va nous permettre de faire soit un déplacement, soit flipper une carte, soit ramasser un truc. Donc, c'est à peu près ça. Fait que plus on a des rats, plus on va pouvoir faire des actions. Ensuite, on a les rats, en plus, ils peuvent construire des robots. Ça aussi, c'était assez particulier. Là. Tu sais, on va avoir des inventions, oui, c'est ça. Ils font des inventions qui vont venir les aider. On les voit un petit peu ici. Là. Attendez, je vais dézoomer ça. Bon, je ne suis pas capable de le voir. Juste ici, on voit les inventions ici, qui est une des actions d'ailleurs qu'on peut faire avec la roue. Ici, les inventions. On peut ramasser des ressources, le bois et le métal, qui sont les ressources principales. On peut aussi améliorer notre terrier. Donc, il y a un peu de tableau building, là, effectivement, où ce que tu veux creuser, puis après ça, tu vas construire des lits qui vont te donner des travailleurs supplémentaires. Tu veux tout faire dans ce jeu-là. C'est ça l'affaire. C'est ça la beauté de ce jeu-là. Puis, je dois dire, on va finir un peu les règles, puis après, on va tomber à ce qu'on en pense. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'au début, tu as 3 espaces dans lesquels tu peux mettre des rats, des travailleurs qui vont se rajouter dans ton terrier. Fait que tu peux venir construire des lits pour des ressources, pour du bois. Mais à un moment donné, tu peux aussi creuser ton terrier pour rajouter des espaces dans lesquels tu vas pouvoir finir par mettre des tuiles, rajouter des rats. Puis tu vas pouvoir aussi débloquer des pouvoirs en réussissant des missions qui vont donner des pouvoirs ou des façons de scorer des points. Et comme on disait tantôt, il y a les inventions qui ne sont vraiment pas négligées, là, qui sont une grosse partie du jeu dans lequel on va jouer des cartes inventions. On voit ici un petit peu là, les cartes qui sont en 2 catégories, les simples et les complexes, qui vont nous donner des points ou des espèces de ressources spéciales qui vont nous permettre de réussir d'autres missions puis scorer des points. Bref, c'est ça. C'est euro quand même assez classique. Là, on ne se le cachera pas. Là. On place notre travailleur, on multiplie, on fait les actions, puis on ramasse des ressources, puis on essaie de faire un maximum de points. Visuellement, tu as pensé quoi du jeu? C'est dans mes cordes. Vraiment, là, les thématiques de mission. Le côté artistique, là, ça coche. Toute la maison, il est écœurant. Moi, je l'adore. J'ai vraiment trouvé ça super beau, super... la présentation est super belle. Là. Juste visuellement, la couverture est très cute, là, très mignonne. Là. Je sais, c'est qui l'artiste de cette chose-là? Attendez, on va regarder ça ensemble. Les artistes, c'est Candida Corsi et Savara Valentino. Je pense qu'ils ont fait une super belle job, pour vrai. Vraiment, tu t'es beaucoup amélioré dans ton italien. Dans mon italien est bon. Mais on voit ici, puis tu l'as dit, là, les missions qu'il va y avoir dans la maison. Ouais, parce qu'on c'était ça que je voulais relancer. On avait un plaisir à regarder les missions, lire le texte, puis de regarder le dessin. C'était vraiment thématique à fond. À un moment donné, on trouvait le coffre-fort, puis là, il fallait l'ouvrir pour aller faire les missions. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est beau, c'est thématique, c'est très bien. Mais quand on va venir mettre des cubes ici, on débloque des pouvoirs de notre peuple. Ça, c'est super le fun. Là. C'est toujours le fun de débloquer des pouvoirs, améliorer ton puis peuple. Ça, je vais te relancer. Moi, dans les jeux qu'on débloque, souvent, ce que j'aime pas, c'est quand tu finis par tout débloquer. Pas dans ce jeu-là. Vraiment, là, tu disais, je veux creuser parce que je veux faire le plus d'espace dans mon terrier pour pouvoir mettre des tuiles supplémentaires, des lits supplémentaires, mais aussi, je veux faire des missions parce que je veux enlever des petits cubes qui vont me donner une habilité particulière. On a quoi? Il y a une dizaine de cubes d'habilités. Il y en a pas mal. On a fait quoi? 2 sur 10 dans la partie qu'on a joué ensemble. Écoute, tu as dit le chiffre exact, il y en a 10. Là, puis quand tu en fais 2 qui vont te servir, là, que tu vas avoir le temps d'utiliser, là, c'est bon parce que vers la fin de la game, souvent, tu vas aller chercher les points
les points de Ouais. victoire, tu sais, parce que oui, tu en débarques quelques-uns juste dans le dernier tour, mettons, mais le pouvoir ne te servira pas tant que ça. Fait que tu peux aller chercher les points ou l'action additionnelle qui est quand même assez forte. Mais oui, tu n'en fais pas beaucoup, puis il faut que tu les choisisses. Oui, vraiment. C'est le fun, tu sais, c'est le fun de dire je ne creuserai pas tout mon terrier, je ne construirai pas tous mes lits, puis je ne débloquerai pas tous mes pouvoirs. Donc, j'ai vraiment un choix à faire. Puis tu fais pas tant de ressources que ça. Non. Puis en plus, comme vous avez pu voir, tu sais, dans la roue, les places sont limitées. Fait que si, mettons, Jeff joue en premier, puis il a pris l'endroit, tu sais, qui m'empêchait, mettons, d'aller chercher des ressources de fer, là, tu dis, OK, bon, ben parfait, je vais aller plus sous le bois, puis coudonc, je vais creuser. Fait que Ouais. t'es pas mal pris parce que quelqu'un a pris un endroit. Ça, j'ai aimé ça. Tu sais, j'ai pas eu un mauvais tour parce que tu as pris l'espace, mettons. Tu as toujours un autre espace qui va te permettre quand même de sortir ton épingle du jeu et pas Ouais. faire un mauvais tour. Mais, comme tu dis, puis c'est un très bon point, les tuiles qu'on place au hasard, il y en a qui ont 2, 3 espaces, mais il y en a une, entre autres, qui a un seul espace. Fait que quand elle tourne, puis elle arrive, par exemple, à explorer, là, tout le monde se regarde, puis là, le premier joueur, il dit il y a une seule personne, ce tour-là, qui va avoir une grosse phase d'exploration. Parce que tu pourrais l'avoir en petits points, des fois par-ci, par-là, dans les actions secondaires, mais il y a une seule personne qui va pouvoir faire une grosse action d'exploration, ce tour-là. Ça devient important d'y aller. Puis là, tu te dis, ben là, je voulais construire des lits, mais sais-tu quoi? Je vais aller faire l'exploration parce qu'il va y avoir une seule personne qui va le faire, puis ça va être moi. Puis là, l'autre problématique que tu as, c'est je voulais faire l'exploration, mais j'ai pas déplacé assez de souris le tour d'avant. Fait que mon exploration, elle sera pas forte à cause que j'ai pas amené de souris. Fait que là, on se rendait compte, sais-tu, parce que tu peux avoir des jetons de déplacement gratuits. Là, pas tu vois négligeable. toute l'importance d'aller chercher ces jetons-là parce que faut que tu les déplaces alentour de la roue, tu sais, tes petites souris, tes rats, excusez, tes rats. Alors, ça peut être des souris, c'est mignon, des souris. Mais l'autre affaire importante aussi, Steve, c'est qu'il y a aussi la maison de l'alchimiste ou de l'alchimie là, qui est en haut à droite, qui n'est pas sur la roue, qui est une zone que tout le monde peut aller, je vais dire une zone de débarras, mais qui a quand même une certaine importance parce qu'on vient de le dire, quand l'action qui est toute seule arrive, avoir la priorité, c'est important. Et l'ordre de tour n'est pas nécessairement, ça ne compte pas dans l'ordre précis. Si on va dans la zone d'alchimie, on va faire une fiole d'alchimie qui permet d'avoir une action, là, soit jouer une carte, avoir une ressource, c'est une action un peu de base. Ça va donner un jeton mouvement qui va te permettre de déplacer des souris, qui n'est pas négligeable. Mais en plus de ça, l'ordre dans lequel les gens vont avoir été à cette zone-là ici est importante parce que c'est ça qui va déterminer l'ordre de tour de jeu de la prochaine manche. Donc, ça semble être anodin comme place. On dirait qu'on ne veut pas toujours y aller, mais des fois, tu vas dire hey, là, je sacrifie un de mes seulement 3 chefs que j'ai dans ma manche, puis je m'en vais là en premier parce que je veux revenir au début de la file pour pouvoir avoir l'option d'aller, moi, couper l'herbe sous le pied des autres joueurs. Ça fait que il y a vraiment des bonnes décisions, des grosses décisions. 3 ouvriers. Tu sais, Simone Luciani, les designers italiens sont très, très forts pour faire des jeux avec 12, 15 actions maximum. Fait que, tu sais, là, c'est un jeu à 15 actions, 5 x 3. Tu vas les calculer tes actions pour dire OK, j'ai pas tant d'affaires que ça, je pourrais pas tout faire, donc qu'est-ce que je fais, vers quoi je focus, qu'est-ce qui est disponible. Des fois, tu n'as pas le choix. Tu sais, fait que vraiment super intéressant. On a vraiment adoré le jeu, moi et toi, Steve, je crois. Là, moi, ça a été un coup de cœur. Ouais. Pour moi, en tout cas, j'ai aimé assez le jeu pour y attribuer. J'ai aimé ça. Je voulais faire plein de choses. Puis ça me plaît. Puis en plus, le côté thématique, quand on va voir les cartes, puis il y avait plein de cartes missions, on en a mis au hasard. Puis on se rend compte, moi, j'ai juste joué à 2 joueurs en plus, puis on s'est rendu compte que, je sais pas, toi, le TCA plus que 2? Oui, j'ai joué à 3 et à 4. Puis là, la question que je vais te poser, c'est est-ce que, justement, là, on fait un peu plus les missions dans la maison? Oui, les missions se débarrent plus, il y a plus de stock qui se débarre. C'est ce que je pensais. Puis oui, ben, à un moment donné aussi, le tableau se remplit, fait que tu finis par les faire. Puis je te dirais même, on a débloqué beaucoup un petit peu plus de pouvoir. Je dirais pas toutes, là, mais on en a débloqué peut-être 1 ou 2 de plus. J'ai trouvé ça. Personnellement, là, je l'ai préféré à 3-4 joueurs. Je trouvais que ça ouvrait plus d'horizons. Il n'est pas mauvais à 2 joueurs, mais je l'ai préféré à 3 ou 4. À 4, il y a un petit peu plus d'attente, évidemment. Tu sais, je regarde justement sur BGG, le meilleur compte selon les gens qui l'ont coté, c'est 3 joueurs. Je pense effectivement que c'est le meilleur compte pour jouer à ce jeu-là. Mais il est vraiment jouable à 2, il n'y a aucun problème. C'est juste que
Il y a des choses qui vont être un petit peu plus difficiles à faire. Là. Débloquer les missions, entre autres, là, ça coûte des points d'action. On est moins à le faire. Donc, il y a cet élément-là. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé le jeu. Vraiment, c'est un très, très bon jeu. Je ne suis pas déçu encore de mon Simone Luciani qui m'a pas laissé tomber encore une fois. En tout cas, tu sais, puis vous voyez, moi, souvent les euros, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, c'est pas dans mes jeux préférés, mais celui-là, il a tombé dans mes cordes directement, puis Mm. je vous le conseille fortement. Essayez ça. Si vous voyez ça, essayez-le, puis vous Ouais, nous en redonnerez des nouvelles. ça vaut la peine. Ouais. On passe à notre deuxième jeu, Steve, qui est Waterfall Park. Yes, un jeu que j'avais bien, bien hâte d'essayer parce que c'est un jeu qui est un remake d'un jeu que j'adore, qu'on adore, Steve, Oh parce oui. qu'on a Oh joué oui, oui. une Ça tonne crée de toujours des fois. parties épiques, ça. Épique. On parle de Chinatown. Je vais vous montrer juste ici Chinatown, la couverture vite vite. Chinatown, qui est un jeu de 1999 et qui est dans nos classiques, Steve, de Ouais. jeux de négociation. Un jeu parfait. Si vous aimez les jeux de négociation, c'est vraiment génial. Négociation ouverte où ce que tout le monde crie « Hey, donne-moi ça, hey, je vais t'échanger ça ». C'est vraiment génial. Puis on joue toujours à ça au jab et on a vraiment un fun noir. Donc, évidemment, notre curiosité était piquée à l'extrême parce que là, ils vont refaire Chinatown et ça va s'appeler Waterfall Park. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce jeu-là? Est-ce qu'ils vont réussir? C'est ce qu'on va vous dire. Waterfall Park, c'est un jeu qui joue de 3 à 5 joueurs, des durées d'environ 45 minutes. Et c'est un poids quand même assez léger de 1,94 sur 5. Ouais, Donc, c'est simple. c'est un jeu quand même assez simple. C'est un jeu de Artwig. Et j'ai juste envie de comparer encore une fois la difficulté. Tu vois, Chinatown, c'est ce que je pensais, est un petit peu plus complexe avec 2,24. On vous expliquera peut-être un petit peu pourquoi. Avec des parties un petit peu plus longues aussi. Donc, Ouais. Steve, si tu expliques rapidement comment on joue à Waterfall Park. Ben, c'est pas compliqué. On va donner, tu sais, dans le fond, on a un plateau de jeu où il y a plein d'endroits qui sont comme numérotés et on va remettre ces terrains-là. Dans le fond, ça se trouve être des terrains qu'on va distribuer au hasard un certain nombre à chaque joueur. Et dans le fond, on va placer un petit... Un module en petit- plastique, là, un genre Ouais, c'est ça, d'encadré, là, un pour cadre. prendre possession de nos carrés. Et après ça, on va distribuer des genres de terrains. On appellera Ouais, peut-être pas ça des c'est des terrains. commerces, mettons. Là. Des commerces, oui. On Ça, est c'est dans le un bon terme. waterfall park, là, fait que c'est comme des commerces d'un parc d'amusement, un parc d'attractions. C'est ça. Fait qu'on va remettre les commerces. manèges. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est essayer de coller nos terrains et les mêmes commerces. Parce que plus il y en a des semblables un à côté de l'autre, ben, plus ils vont rapporter d'argent à la fin du tour. Et là, le cœur du jeu, c'est la négociation. Donc, un coup qu'on a tous nos terrains et on a tous dans le fond, nos commerces. Et là, on part puis on négocie. Fait que là, on essaie de s'échanger des terrains, de l'argent contre des commerces ou des commerces. Tu sais, là, dans le fond, il n'y a pas de limite. Tu peux donner ce que tu veux, tu peux trader ce que tu veux pour avoir ce que tu veux. Mhm. Toujours, on parle du jeu, Ouais. pas en dehors. Là. Tu pourrais même faire des fois. Ouais, je te lègue ma J'allais trop maison loin. pour mon terrain. Ma maison puis ma femme, tiens. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que on négocie, puis un coup que la négociation est terminée, ben là, tout le monde s'échange ce qu'il y avait à s'échanger. Et là, on place ce qu'on veut sur les commerces aux endroits qu'on veut. Et là, on fait ça à tour de rôle pendant le nombre 4 de tours manches. m'échappe. 4 manches. À chaque manche, on va avoir un certain nombre de cartes terrain, qu'on va en défausser un certain nombre de tuiles commerce. Et Exact. j'essaie de trouver le tableau des points, il est un petit peu plus haut ici. Mais selon, est-ce que ton groupe de commerce est plein? Parce que sur les tuiles, ça va être indiqué combien de commerces comporte ce terrain-là. Fait que maintenant, je vous en montre un ici, vite, si j'y arrive. Fait qu'on voit ici les clowns, c'est 4. Fait que là, ici, 1, 2, 3, 4, c'est un commerce qui est plein. Ici, on voit le petit bout de tuile là. Donc, ça veut dire que c'est un commerce plein de grandeur 4. Fait qu'il va nous rapporter un certain nombre de pièces à la fin de chaque manche. Mais ici, j'ai un 5 qui est incomplet. Donc, selon le nombre qu'on a, mettons que j'en ai 3 sur 5, il va nous rapporter aussi un certain nombre de pièces de monnaie qu'on peut, évidemment, le but, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie. Et tout ça en 4 manches. Peut-être je vais commencer pour une fois par mes impressions, Steve. Vas-y. Est-ce que ça l'a atteint les attentes que j'avais par rapport à Qu'est-ce que China? tu penses du visuel? Mettons qu'on commence par le visuel.
Le visuel, il est beau. Visuellement, il est beau. Par contre, je l'ai trouvé très chargé. Visuellement, j'ai trouvé que c'était difficile de se retrouver. Retrouver où est-ce que les terrains étaient. Les chiffres sont placés d'une drôle de façon. En tout cas, je trouvais ça un peu compliqué là, de retrouver ça. Puis, quand on met les terrains sur le jeu, vous le voyez là, avec l'image que je mets là, c'est très chargé visuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un peu chargé. Puis, c'était difficile de retrouver où est-ce que mes encadrés de couleurs se retrouvaient au final, où est-ce que j'avais des terrains libres à les mettre. Personnellement, j'ai trouvé un petit peu chargé. Je ne sais pas, toi, au niveau visuel, qu'est-ce que tu as pensé? Je pense qu'au départ, ça va bien. Mais plus le jeu avance, plus on dirait que c'est dur d'avoir une vision d'ensemble. Parce que dans le fond, quand tu négocies, il faut que tu vois ce que l'autre possède un peu. Parce que là, si tu n'as pas une avance, puis en plus tu y rajoutes, mettons, son 5e de son commerce qu'il a de besoin, tu ne t'aideras pas. Puis quand c'est trop chargé, effectivement, ça peut nuire à ta négociation parce que tu n'as pas vu quelque chose, parce que justement, c'est chargé. Mais c'est très beau. Oui, c'est pas lettre. Les images sont très, très belles, c'est très coloré, mais peut-être un peu trop pour aider à la lisibilité du jeu. C'est ça. L'autre élément qui est différent par rapport à Chinatown, c'est sûr qu'on va le comparer parce que c'est le même jeu, refait. Le nombre de manches. Il y a 4 manches dans ce jeu-là versus 6 manches dans Chinatown. Personnellement, j'ai trouvé que ça enlevait beaucoup au jeu. 2 manches de moins, ça semble peu. C'est sûr que ça raccourcit la partie, mais j'ai trouvé que ça diminuait le temps que tu as pour t'installer, faire des échanges avec les autres, puis réussir à faire des trucs ou faire des promesses dans le temps aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était une faiblesse du jeu, alors que je pense qu'ils ont voulu en faire une force en disant on va raccourcir la durée du jeu. Personnellement, je trouve que Chinatown durait, pour moi, la bonne durée de temps. J'ai trouvé que c'était un handicap d'avoir enlevé ces 2 manches-là, puis j'ai trouvé que ça passait trop vite, Waterfall Park. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce volet-là? Ben moi, j'ai pas détesté ça, tu vois. OK. Moi, ça a fait mon affaire qu'il diminue un petit peu. C'est comme, moi, je le mettrais un peu un Chinatown allégé. Mettons, on va le voir comme ça. Si tu veux jouer vraiment une grosse game de négociation, c'est sûr, je prioriserais Chinatown. Mais quand tu joues, mettons, à plusieurs jeux dans une soirée, je sais pas, des fois, j'aurais le goût, tu as encore le même plaisir de négociation. Ça restera la même chose pour moi. Si je compare la négociation de Chinatown puis Waterfall Park, ça va être la même affaire. Tu vas vouloir échanger des terrains, de l'argent, fait que ça va rester la même chose. Fait que non, moi, j'ai pas détesté le fait qu'il y ait un petit peu moins de manches pour accélérer un peu la partie. Pour le reste, le jeu, c'est sensiblement la même chose. Donc, tout ce qu'on a aimé, l'élément clé du jeu, on s'entend, c'est la négociation. Je t'échange mon terrain contre ton terrain, je t'échange mon commerce contre ton commerce, je vais te donner tant d'argent, je te donne 10 000 $ par tour. Si tu me donnes cet argent-là, moi, je vais faire tant de plus. Est-ce que je rentre dans mon... L'élément négociation est vraiment là. Si vous aimez ce genre de jeu-là, de négociation, là, je dirais direct et sans contrainte, c'est certainement un jeu à valider, à vérifier, à essayer. Ouais, je ne sais pas, je cherchais mon mot. Mais il faut aimer la négociation. C'est clair. Quelqu'un qui n'aime pas ça, qui se fait toujours, qui dit oui à tout. Ah, tu m'offres ça, ok, je veux. Il faut que tu sois ferme et que tu dises non, il faut que tu me donnes ça en échange. Puis ou pire, quelqu'un qui dit moi, je négocie pas, moi, je garde mes affaires. C'est ça. C'est aussi pire. C'est aussi pire. Là, moi, jouer avec du monde de même, je débarque. Là, ça fait comme là, jouant à autre chose. Exactement, carrément. Mais si vous aimez ce genre de jeu de négociation-là, c'est certainement un jeu à regarder. Personnellement, moi, je préfère encore mon ancienne version de Chinatown à cause de la durée, parce qu'on a plus le temps de s'installer, de jouer, et à cause de la lisibilité aussi au niveau du jeu, au niveau du plateau. Toi, je ne sais pas de ton côté, Steve. Oui, c'est une bonne question. Je dirais que... Pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Les deux, c'est de la négociation. Autant que je pense que je vais préférer Chinatown juste à cause de la visibilité. OK. C'est vraiment la visibilité du jeu. J'aime, pour bien négocier, j'aime avoir une meilleure vue d'ensemble des commerces, dans le fond, puis de voir comment ça se place. Mais jeu pour jeu, je les aime toutes les deux, je dirais.
Toi, tu as préféré avoir 4 manches au lieu de 6 manches. Tu as trouvé que Oui, ça raccourcissait quand un même. petit peu le jeu. Oui, ça raccourcissait. Puis, tu sais, des fois, je pense même Chinatown vers la fin, je trouve que ça commence à être long vers la fin. J'aime, tu sais, le début, puis J'ai quand on trouvé, s'installe. j'ai trouvé, Steve, on fait Waterfall Park 2 avec 5 manches. Ça va être entre Ouais, les ça deux. l'améliorait. Puis on diminue un peu l'intensité du board. Puis Ouais, je pense c'est que ça. ça serait pas pire. Mais c'est ça. Fait que je dirais que Chinatown gagne, mais pas de grand-chose. OK. Fait que si vous aimez ce genre de jeu-là, jeu de négociation vraiment ouverte, vous pouvez négocier n'importe quoi, même votre maison, vos enfants, votre femme, c'est peut-être un jeu pour vous. C'est à surveiller. Exactement. Ça nous Ou, tu amène. sais, justement, ceux qui sont trop dealers dans l'âme, là, tu sais, qui sont Ouais. partis des dealers anonymes. Fait que, passez-vous-en. Ouais, c'est ça. Ou si vous n'aimez pas les jeux de négociation, oubliez ça tout de suite. Ouais, non, oubliez ça tout de suite. Ça nous amène à notre troisième jeu du jour, Steve, qui est Pick it. Picket. Picket, qui est un petit jeu de mots, là, genre Picket, ramasse-le. Ouais. C'est fait par Corentin Brand. C'est fait par Repos Productions. Donc, c'est français. Les Français aiment beaucoup sortir des noms anglophones pour leurs jeux avec des petits jeux de mots, là, Sea Salt and Paper, Picket, des trucs comme ça. Donc, Picket, qui est un petit jeu de cartes assez simple et assez rapide Ouais. qui joue de 2 à 4 joueurs, des parties d'à peu près 20 minutes, 8 ans et plus, donc très accessible. Complexité d'1.38 sur 5, vraiment très, très simple. Ouais. J'ai dit que c'était un jeu de Corentin Brandt chez Repos Productions. Et je vous explique rapidement comment on joue au jeu. C'est très, très simple. À votre tour, vous allez rouler 2 dés. Et sur les dés, il va y avoir 2 valeurs qui peuvent être utilisées indépendamment, qui peuvent être additionnées ou soustraites pour aller récupérer des cartes qui sont au centre de la table, qui vont avoir des valeurs aussi d'indiquer. Et toutes les valeurs que vous voyez sur les cartes, c'est des points à la fin de la partie. Donc, vous voulez avoir la main avec le plus de points possible. Mais Exact. ces cartes-là ont aussi des petits pouvoirs sur le haut de la carte. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, je suis capable de zoomer assez pour vous montrer. Ici, sur le haut de la carte, vous pouvez voir qu'il y a des petits pouvoirs, même des points d'interrogation comme ça. Donc, une fois que vous avez roulé vos dés, vous pouvez aussi utiliser des cartes. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez défausser une carte de votre main pour utiliser son pouvoir. Donc là, vous perdez les points de la carte, mais vous utilisez le petit pouvoir qui est en haut. Par exemple, le 5 ici vous permet de piocher la carte du dessus de la pioche, justement. Et peut-être que vous allez avoir mieux qu'un 5, une carte que vous aviez besoin, peu importe. Mais c'est comme ça. Fait que là, on va ramasser des cartes. Il y a des cartes qui permettent d'annuler des pouvoirs, de voler des cartes à l'autre joueur. Et si vous roulez un double, et bien là, vous allez chercher un des kaijus. C'est ça? Non, Les boss, les gros boss. Les robots. En tout cas, il y a 2 types. Là. Il y a les kaijus, c'est les monstres, puis les robots, je ne me souviens plus comment ils les appellent, mais en tout cas, il y a des robots qui donnent 15 points chacun et qui sont tous liés à un double. Donc, double 1, double 2, double jusqu'à double 6. Donc, par exemple, si la personne a roulé un double 2, elle va pouvoir ramasser le gros robot ici et le mettre dans sa main et ça donne 15 points à la fin de la partie. Mais si Steve, à ton tour, tu roules un double 2, eh bien là, je vais mélanger mes cartes et tu vas venir me voler une carte et peut-être que tu vas récupérer le robot en question et le 15 points. À ce moment-là, je vais te remettre la tuile pour savoir à qui on va voler une carte quand on roule un double. Exact. C'est à peu près ça le jeu. Il y a des cartes qui vont te permettre de manipuler des dés, voler des cartes, bon bref, toutes sortes de choses comme ça. Il y a des cartes qui valent 1 point aussi, mais celui qui en a le plus à la fin de la partie ramasse une carte bonus de 15 points. C'est un jeu, Steve, on l'a dit, qui est très, très simple, très rapide. Ouais. Peut-être juste d'entrée de jeu, en termes d'édition, il y a une chose particulière qui a été faite dans ce jeu-là et je voulais lever mon chapeau à la maison d'édition, c'est Repos. Je pense que j'ai dit tout à l'heure, juste pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi, Repos Production. Et vous le voyez ici à l'écran, dans le couvercle de la boîte, ils ont fait comme un dice tray. Ils ont mis un petit coussin. Un petit coussinet. Il aurait pu ne pas faire ça, sincèrement, ce n'était pas obligatoire. Mais tu lances tes dés là-dedans, c'est tout doux, ça rebondit sans faire de bruit. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme petite attention qu'ils ont porté à la production du jeu. Sinon, Steve, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? J'ai pas aimé ça. Oh boy, ok, c'est direct. Tu sais, moi, je dirais que j'avais plus l'impression juste de subir. Tu sais, je roulais. Tu sais, si je pognais pas les bons numéros, ben qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je ramassais rien. Ou là, je peux en ramasser 2. Bon, j'en ramassais, mais
je sentais pas que je pouvais faire grand-chose. Oui, il y a des habiletés pour essayer d'annuler une carte ou une habileté, mais je ne sais pas, il m'a manqué quelque chose. Mais le côté artistique, les dessins, moi, j'ai trouvé super beau. Là, ça faisait vraiment... Vraiment. Une super belle production, des Oui. très, très belles cartes. Moi, je vais te poser une question, Steve. Puis peut-être Vas-y. qu'on va avoir une réponse. Est-ce que tu aimes le jeu Uno? T'aimes-tu ce genre de jeu-là, généralement? Pas tant. Pas tant. Ben, moi, ça explique un peu probablement pourquoi tu n'as pas aimé Pickett, parce que c'est un jeu que je catégoriserais dans cette catégorie-là. C'est un C'est jeu catégorisé pas mal, ça. Ah oui, je l'ai catégorisé d'aplomb. Mais pas que ça ressemble tant à Uno, mais c'est un jeu en termes de complexité puis de gestion de la chance qui est un peu pareil comme Uno. Tu sais, tu piges des cartes. Si tu as les bonnes cartes, ça va bien aller. Puis Si tu t'as as pas les des bonnes cartes qui cartes. vont te faire des petits pouvoirs que tu vas pouvoir changer un petit peu le cours de la partie. Mais tu sais, tu as un contrôle qui est quand même limité, mais c'est un jeu qui reste rapide et accessible. Moi, je n'ai pas détesté le jeu. OK? J'ai aimé ça. C'est sûr que ce ne sera pas un grand classique, mais c'est un jeu que j'ai eu du fun à jouer. Puis c'est un jeu que je peux jouer en camping avec des enfants, puis que tout le monde va pouvoir jouer rapidement, facilement. Tu roules les dés, tu ramasses c'est des sûr. cartes. Moi, c'est un jeu que je vois très, très bien mes enfants jouer avec ça, là, puis avoir du fun un après-midi de temps, là, parce que malgré tout ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants de jouer à des jeux plus complexes, plus tinky, plus gamer, ils vont toujours revenir à Clou, pareil, puis à Jour de paye, puis à Monopoly, puis Puis à, à Uno. puis à moi, Uno. Fait que ça, pour mes enfants moi, jouaient à ça hier. exactement. Fait que ça, pour moi, c'est un jeu qui va très, très bien rentrer là. Fait que, par exemple, vous avez 2, 3 enfants, vous cherchez un jeu en après-midi à jouer dehors ou dans la tente en camping, vous sortez Pickett, vous installez ça sur la table, ça ne prend pas trop de place, vous roulez des dés, vous ramassez des cartes, puis oui, il y a quelqu'un qui va perdre, puis oui, il y a quelqu'un qui va avoir été plus chanceux qu'un autre, puis qui va avoir gagné. Exact. Faut pas que ça vous dérange, ça. Mais on s'en fout. Le jeu est cute, le jeu C'est est ça. rapide, le jeu est quand même agréable à jouer. Fait que moi, je ne mettrai pas ça dans. C'est sûr que ce ne sera pas un coup de cœur pour nous, mais c'est un jeu qui a sa place et c'est un jeu que j'ai vraiment pas trouvé désagréable. Donc, si pour vous, là, c'est quelque chose que vous Ça vous cherchez, dérange pas. C'est justement un jeu qui est axé sur la chance. Vous dérange pas, ben vous allez avoir du plaisir à jouer à ce jeu-là, c'est sûr. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a pensé de Pickett. Ce sera à vous de l'essayer et de voir si c'est un jeu qui est fait pour vous. Moi, je le répète, là, mais si vous avez des enfants, vous allez en camping, par exemple, ou juste l'après-midi sur le bord de la piscine, sur le bord de la terrasse, c'est parfait dans ces cas-là. Puis vous voyez, c'est pour ça qu'on fait ça à deux. Il y en a un Ouais. qui aime moins, un aime plus. Ça, c'est important au niveau des jeux, c'est que il n'y a pas un jeu qui. Il y Tout en a pour dépendant tous de la les goûts. personne Il y en a qui joue. pour tous les Exactement, c'est en plein ça. Tout le monde peut y trouver son compte. Oui, puis on ne cherche pas pour tous la n'importe même quel jeu. affaire. Tu sais. Exact. Steve, t'aimes les jeux de figurines thématiques. J'aime moins ça. Des fois, je vais en aimer un, mais des fois, je ne l'aimerais pas. Mais je vais aimer un gros euro. T'aimes moins ça, mais des fois, tu vas en aimer un. Tu sais. Fait que, Ah ouais, c'est en plein ça. on aime ça faire nos critiques à deux ou on aime ça parler des jeux à deux parce qu'on est capable de vous On donner dirait que vraiment... ça balance les choses. Ouais, puis on est capable de vous donner les deux angles, les deux visions, tu sais. Fait que, Exact. puis vous, après ça, c'est à vous de faire votre propre décision, de dire, hey, sais-tu quoi? Nous autres, moi, mes enfants, ils jouent à ça tout l'après-midi. Ben, Pickett, là, c'est peut-être pour moi. Je vais l'essayer ou je vais l'acheter. C'est un petit jeu qui coûte pas très cher, anyway. Good. C'est ce qui nous amène à à notre dernier jeu de ce En Vrac. Et là, on tombe dans un jeu un petit peu plus tinky, un petit peu plus complexe. Et on parle de Ouais. Evenfall. Evenfall. Ouais, je ne sais pas, Evenfall ou Evenfall, Ouais. en tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais il reste que ça s'écrit de même. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes. C'est un jeu qui peut être assez long. Un jeu de 14 ans et plus avec une difficulté de 3 sur 5. Mais encore là, j'aurais mis peut-être un petit peu plus que 3 sur 5. C'est un jeu qui peut avoir une certaine complexité. C'est un jeu de Stefano Di Silvio et c'est un jeu qui a été fait par DLP Game. C'est un jeu que j'ai vu passer, j'ai regardé le visuel, puis j'ai fait comme hey, le visuel m'appelle, m'intéresse, ça a l'air cool. On va le prendre, puis on va voir qu'est-ce qu'on en pense. Fait que je m'attendais à pas grand-chose. C'est un jeu de.
c'est un jeu que je vais avoir de la difficulté, honnêtement, à catégoriser. Les mécanismes, là, eux autres, ils parlent de chaînage d'actions, de gestion de main, d'utilisation multiple de cartes et de pouvoirs variables. Fait que tu vois, même eux autres, je pense qu'ils ont eu de la misère à mettre C'est un gros melting pot. un melting pot. Puis j'ai pas vu tant de jeux qui ressemblaient à ça, honnêtement. J'essaie d'expliquer rapidement. Je sais, Steve, tu m'as dit que je prenais beaucoup de temps pour expliquer les jeux. Je vais essayer d'expliquer rapidement comment ça se joue. Vas-y. Vous avez un peuple dans lequel qui a des sorcières et des anciens. Votre peuple peut avoir, on peut jouer symétrique, tout le monde pareil, ou on peut jouer asymétrique, chacun avec un pouvoir différent. Il va y avoir des lieux au centre de la table avec des zones, 2 à 3 zones au centre de la table avec des lieux qu'on va pouvoir aller chercher et des actions aussi. Et surtout, parce que c'est ça le principal, vous allez avoir des cartes dans votre main, beaucoup de cartes dans votre main, des cartes à utilisation multiple. Et tout le monde aussi va avoir des ressources qu'on va pouvoir aller chercher plus de ressources, des feuilles, des potions et des livres. Et à votre tour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit jouer une carte de votre main en payant ses ressources, et là, ça va pouvoir aller dans plusieurs zones, ou soit utiliser vos sorcières pour aller sur les zones au centre de la table pour aller chercher des lieux ou faire des actions, par exemple, collecter des ressources ou des trucs comme ça. Sur votre plateau de joueur, vous allez avoir plusieurs zones, donc quand vous jouez une carte, quand vous allez chercher un lieu, vous allez les mettre dans votre cercle ici ouvert, ou élargi, plutôt cercle élargi, ou éventuellement ces lieux-là vont descendre dans votre cercle restreint dans lequel les anciens vont pouvoir aller travailler sur ces lieux-là. Vous allez pouvoir mettre des rituels sur ces lieux-là qui vont être soit des actions instantanées, des bonus permanents ou des actions que vous allez pouvoir faire avec vos personnages. Et vous avez des personnages que vous allez pouvoir jouer de deux façons, soit comme spécialiste ou soit comme bonus de fin de partie. Ça va vous donner des pouvoirs, encore là, soit des points de fin de partie ou des bonus pendant la partie. Donc, vous allez pouvoir activer des cartes, placer des bonhommes, jouer des cartes, ramasser des ressources. En gros, c'est ça. Et vous allez essayer, évidemment, de faire le plus de points possible. Tout ça en 3 manches, 3 saisons. Donc, ça peut paraître peu. Et je dirais que les 2 premières saisons, vous allez faire comme aïe aïe, c'est juste 3 saisons. Qu'est-ce que c'est donc bien pas long. Mais plus la partie avance, plus vous allez avoir des ressources et des zones que vous allez pouvoir utiliser. Donc, plus les tours vont être longs. Steve, visuellement, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Ah, il est très beau. Je trouve que visuellement, tu vas vraiment... le côté artistique, il y a un petit côté, j'allais dire, gothique ou... vraiment sorcière, tiens. Ouais. Excusez, je suis en train de comme perdre de la voix. Mais j'aime beaucoup le côté artistique de ce jeu-là. Ouais. Et là, on n'est pas du tout dans le dessin cartoon. Là. C'est non, c'est dessin un peu sombre, un peu dark, comme tu dis, un peu sorcière, avec un très beau coup de crayon. Là. Félicitations aux artistes. C'est une personne, c'est Martin Mottet, ou Mottet, qui a fait une très, très bonne job là-dessus. Là. Visuellement, il est vraiment wow. Le matériel est bien aussi. C'est des plateaux double couche, réversibles, donc triple couche, si on veut. Donc, très, très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que tu peux jouer symétrique ou asymétrique. Moi, j'aime beaucoup ces jeux-là. Ça me fait penser à Planète Unknown aussi un petit peu. C'est que si tu joues avec des gens qui jouent pour la première fois, qui sont moins habitués, tu vas jouer symétrique, tu vas pouvoir les aider un peu plus, ça va être moins long à expliquer. Puis une fois que tu as fait le tour, tu flippes ça de bord, puis tu joues asymétrique, puis là, les peuples ont vraiment des pouvoirs différents. Exact. Au niveau du gameplay, Steve, qu'est-ce que tu as pensé? Ben moi, j'ai aimé ça dans le sens de... Tu sais, c'est un peu une création d'engin, c'est-à-dire que tu crées, mettons, ton tableau pour te rajouter des actions. Il y a un petit peu de take that parce que tu veux utiliser les ressources de l'autre. Moi, j'avais développé beaucoup dans ma partie, mettons, des cartes où je pouvais aller jouer sur ton tableau à toi. Et il y a quand même quelque chose qui est là, c'est vraiment le contrôle de territoire à la fin qui va te donner un bonus et aller chercher le fameux cristal particulier. Tu as raison, j'en ai pas parlé de ça. Le take that, là, juste pour revenir sur ce point-là, Steve, il est quand même soft, il est léger, dans le sens où tu vas comme exploiter les affaires de l'autre, puis là, ça peut déranger l'autre parce que tu abuses un peu de lui, mais c'est pas un take that où tu vas comme punir l'autre, détruire ou éliminer, c'est ça, exact.
Puis, très bon point pour le contrôle, la majorité, dans le fond, sur chacune des zones, parce qu'après la phase d'action régulière, où on va faire des actions chacun notre tour, après ça, tout le monde va passer, on va passer à la phase combat, dans lequel où il n'y a pas vraiment de combat, mais plus un calcul de majorité. Et là, on va calculer, chacun, on va avoir une petite roulette, puis on va miser secrètement de la mana qu'on va avoir gagné, en plus du nombre de sorcières qu'on va avoir sur la zone. Comme par exemple, dans l'exemple que je montre à l'écran, le bleu a 3 sorcières, le rouge en a une. Donc, c'est 3 points contre 1. On va miser de la mana en secret, on va révéler. Et celui qui a le plus va gagner la majorité de ce lieu-là. Il va ramasser une pierre de puissance qu'on voit ici, qui va lui permettre de doubler les points d'un lieu qu'il va avoir réussi à descendre dans sa zone, son cercle restreint. Donc, c'est des pierres qui peuvent avoir une certaine importance. Mais après ça, tous les joueurs qui ont misé, selon le nombre de points qu'ils ont mis, ça, j'ai aimé quand même le principe, vont gagner quelque chose. Exact, c'est en plein ça. Ça l'aide. Oui. Fait qu'on voit ici à droite, dans le fond, sur ce lieu-là, si tu as misé 4 ou plus, 6 ou plus ou 8 ou plus, tu vas gagner une ressource, tu vas faire avancer ton jeton dans ta zone ou tu vas gagner des points de victoire. Donc, tu sais, oui, il y a un gagnant qui va aller chercher la pierre, mais tout le monde peut aller chercher quand même un bénéfice. Tu ne gaspilles pas l'argent que tu as misé pour rien. Donc, c'est un élément qui est quand même super intéressant. C'est un jeu qui est extrêmement tinky et calculatoire. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de jeu-là, faites attention. Parce que oui, c'est le genre de jeu où moi, quand je joue, là, Steve, tu me diras si tu as fait la même affaire, là, mais je mets ma carte. OK, bon, elle, je vais la jouer, je la mets là, parfait, je veux la jouer. Elle me coûte une feuille, une potion. Là, je vais placer déjà mes ressources sur cette carte-là. Après ça, je vais placer un ancien sur ça tantôt. Je fais comme calculer parce que je veux savoir, est-ce que je suis capable de tout faire ce que je veux faire pendant ce tour-là? Fait que là, ça rouvre une principale problématique, c'est un jeu qui peut porter vers l'analysis-paralysis. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Et c'est pourquoi c'est un jeu à 4 qui va être quand même assez long. Moi, son sweet spot, ça va être vraiment 2 ou 3 joueurs. Ouais, je pense à 2 joueurs, en fait, son sweet spot, c'est vraiment 3. Parce qu'à 2 joueurs, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'on enlève un lieu. Donc, il y a juste 2 lieux. Donc, il y a des zones de moins où on peut aller porter nos ouvrières, là, nos sorcières. Ça, j'ai moins aimé ça. Puis aussi, le bid. La mise de mana pour savoir qui gagne, je l'ai trouvé moins le fun à 2 parce qu'il manque un élément chaotique un petit peu. C'est trop prévisible. Si Steve, par exemple, dans une des parties qu'on a jouées, tu avais beaucoup plus de mana que moi, je ne pouvais pas gagner aucun des 2 territoires. J'étais coincé. Tandis que quand en plus, puis toi, ton personnage, tu avais besoin des pierres. Parce que si tu n'avais pas eu besoin des pierres, ça n'aurait pas été si pire que ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, à 3 joueurs, on enlève ce volet-là parce que là, tu as un 3e joueur qui vient gâcher les affaires. Fait que là, c'est dur d'avoir assez de mana pour battre 3 joueurs. Pour battre un autre joueur, pour battre 2 autres joueurs, je veux dire. Pour battre un joueur, ça se fait, tu peux calculer, tu peux dire, c'est 9 maximum la mise, fait que j'ai 16, je suis capable d'aller gagner les deux affaires. Mais là, à 3, ça devient, il faut que tu fasses des choix. Fait que je pense que le volet combat de la fin de manche est plus intéressant à 3 ou 4 joueurs. Mais le volet durée du jeu est plus intéressant à 2 ou 3 joueurs. Fait que là, c'est à vous de voir. Mais c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. J'ai joué plusieurs parties, là, vraiment. Là, puis à chaque fois, ils vont toutes être différentes, tes parties, avec le nombre de cartes qu'il y a, que tu discartes puis et tout. Fait que c'est un jeu qui va être vraiment différent à chaque partie. Définitivement. Il y a des jeux où je vais avoir beaucoup plus de ressources. Comme tu vois, des parties. La dernière partie que j'ai jouée, c'était vraiment spécial. J'avais un spécialiste qui faisait que je peux utiliser mes livres comme un joker, comme n'importe quel type de ressources, des feuilles ou des potions. Fait que là, j'ai fait comme, hey, c'est cool ça. Fait que j'étais allé chercher juste des livres, puis j'utilisais mes livres comme n'importe quelle ressource. Ça a été vraiment le fun. Ça a été très différent de mes autres parties. Toi, Steve, tu avais une super bonne machine pour faire des grosses récoltes de mana puis de ressources. Tu venais même récolter des affaires chez nous, ça me gossait. Bon. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que même si j'avais un avantage là-dessus, tu as gagné la partie, mais c'était assez tight aussi, c'était assez serré comme partie. Puis des fois, tu as l'impression que l'autre performe beaucoup, mais après ça, quand tu calcules toutes tes cartes, là, les points à la fin avec le double puis, et tout, fait que quand tu doubles les points, ça a comme tout ramené les scores qui... J'ai beaucoup aimé le côté justement asymétrique. Les 4 factions qu'ils donnent dans la boîte de base. Je ne sais pas si c'est un Kickstarter, je n'ai pas vérifié, là, mais en tout cas, dans la boîte retail, il y a 4 factions différentes. Les pouvoirs sont différents, puis sincèrement,
ça faisait un peu, moi, ce que j'aime, c'est-à-dire, je regardais les pouvoirs des autres, je me disais, c'est bien plus fort que mon pouvoir. Puis l'autre disait la même affaire. Les pouvoirs sont vraiment très différents. En tout cas, ils donnent une bonne twist. Puis tu as toujours l'impression que tu n'as pas le plus fort, que c'est l'autre qui est le plus fort. Fait que ça, je trouve ça cool. Comme tu sais, justement, moi, je trouvais que ta faction, c'était vraiment fort de ramasser une tonne de mana. Moi, j'avais les pierres, puis je ne gagnais pas les pierres. Je me disais, coudonc, je me fais avoir. Mais finalement, j'ai gagné par quelques points. Tu sais, fait que on a toujours l'impression que l'autre a un meilleur jeu que nous, mais c'est bien balancé. Donc, c'est un jeu qui est le fun. Si vous aimez ce genre de jeu-là, un peu la Magic, Terraforming Mars, des trucs de même, tu sais, où tu as beaucoup de cartes avec plein de pouvoirs, puis il faut que tu calcules vraiment comment tu vas dépenser tes ressources. C'est un jeu qui peut certainement vous intéresser. On vous invite certainement à aller le voir. Ouais, à aller voir ça. Bien, nous, on a beaucoup aimé. On a bien apprécié. C'était un jeu qu'on a eu du plaisir à jouer. Tout à fait. Mais faites attention, je dirais le gros warning de ce jeu-là, c'est vraiment l'analysis paralysis. Fait que si vous avez dans votre groupe de joueurs quelqu'un qui a tendance à ça, vous allez peut-être trouver votre partie difficile. Ça va être long, effectivement. Alors, voilà. C'est ce qu'on a pensé de Evenfall. Et c'est aussi, Steve, ce qui fait le tour de notre En Vrac d'aujourd'hui. Exact. On espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, faites-nous des pouces en l'air et abonnez-vous. Exact. Abonnez-vous, puis laissez-nous des commentaires. On le répète, mais on aime ça, pouvoir vous lire, interagir avec vous autres. Hey, j'ai une idée de question, Steve. Hey, vas-y donc. C'est quoi votre jeu à la Uno préféré? Tu sais, votre petit jeu un peu vintage, là, tu sais, un peu facile, un peu bébé, un peu vraiment poussé sur la chance, tout ça. C'est quoi que vous avez? Monopoly? Non, mais d'un petit jeu, tu sais, je pense entre autres à, comment ça s'appelle, 1000 bornes ou bien des trucs de même, là, tu sais, c'est quoi le c'est jeu quoi de camping l'autre? préféré? Il y avait une autre, puis Skip-Bo. Skip-Bo, ouais, dites-nous ça dans les commentaires. Hein. On va vous lire et on va vous répondre. Fait que sur c'est ça, bon. Salut tout le monde! Ciao!